Je vous propose de prendre place. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. C'est avec un plaisir que nous nous retrouvons ce soir pour la présentation de la dernière étude de l'ORIE sur la data dans l'immobilier d'entreprise. En effet, l'une des missions de l'ORIE consiste à observer et à analyser l'évolution du marché de l'immobilier d'entreprise en Île-de-France, pour ainsi apporter des éléments de réflexion, d'expertise et des thématiques diverses. C'est dans ce contexte que l'ORIE s'est intéressé à la data dans l'immobilier d'entreprise. Durant plus d'une année, le groupe de travail de l'ORIE s'est réuni afin de se questionner sur le potentiel économique de la data, son impact sur les métiers et les gains que pourraient en retirer les acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Au-delà de la valeur ajoutée apportée par la data dans la stratégie des entreprises, les résultats de ces travaux qui vous sont présentés ce soir nous permettront également de déterminer les facteurs affectant négativement le développement de l'utilisation de cette data. C'est pourquoi une série de préconisations vous seront présentées ce soir visant à améliorer la compréhension de la data et optimiser son utilisation afin de permettre à l'industrie immobilière, notamment tertiaire, d'améliorer l'ensemble de la chaîne productive. Je tiens spécialement à remercier Christophe Canu et Christian Kerangal pour avoir piloté ce groupe de travail. Vous retrouverez dans notre note semestrielle qui vous a été remis avec les dossiers à l'accueil, la synthèse de l'étude ainsi que les points de vue de 4 acteurs d'importance apportant des éclairages particulièrement intéressants. Tout d'abord, une interview de Chloé Claire, directrice de NEMR, Nicolas Régnier, CIO de DataSolus, Vianney Raskin, fondateur de Citron, et Benoît Dupont, cofondateur et CIO de Win. Concernant le déroulement de la soirée, Christian Kerangal et Christophe Canu vont vous présenter cette étude dont le nom est « Quel impact de la data dans l'immobilier d'entreprise ?» ainsi que les conclusions de ce groupe de travail de l'ORIE. Nous poursuivrons ensuite les échanges par une table ronde animée par Gaël Thomas, directeur de la rédaction de Business Po, sur le thème « Quel potentiel pour la data dans l'immobilier d'entreprise ?» avec des professionnels reconnus du secteur que je remercie vivement pour leur participation et par l'ordre alphabétique. Béatrice Lièvre-Théry, directrice générale de Sogeprom, Guillaume Parisot, président d'Alveltis. Nous regrettons Laurent Ternisien, qui est malheureusement absent pour les raisons sanitaires que nous connaissons. Et enfin, Astrid Veil, directrice générale de Groupama Immobilier. Pour conclure, interviendra Robin Rivaton, CIO de Stonal. Je remercie chaleureusement la Fédération française du bâtiment de nous accueillir à nouveau au sein de ces locaux. De même que l'ensemble des intervenants de ce soir et bien entendu l'équipe des permanents de l'ORIE qui accomplit un travail remarquable. Nous aurons ensuite, et pour la première fois depuis 3 ans, de nous retrouver à l'occasion du cocktail traditionnel qui n'a, comme vous l'avez bien pu constater, pas pu se tenir ces dernières années. Je vous souhaite donc de passer une excellente soirée et dans quelques semaines peut-être de passer également d'excellentes vacances d'été. Merci pour votre attention. Bonsoir. Merci, cher Président, pour cette introduction et présentation. Avec Christian, effectivement, nous avons eu le plaisir de piloter ce groupe de travail. Vous avez vu les nombreux participants s'afficher devant vous et on les remercie évidemment d'avoir participé activement. Et on en profite, avant de rentrer dans le vif du sujet, de remercier évidemment Raphaël Zepa, notre chargé d'études, qui a évidemment brillamment rédigé cette étude et travaillé avec nous, notamment sur les préconisations. On a effectivement, dans le cadre du conseil d'administration de l'ORIE, choisi comme thème, en tout cas pour cette soirée estivale, l'impact de la data dans l'immobilier d'entreprise. C'est la première fois que l'ORIE se penche d'une manière aussi générale sur les impacts de la data sur
sur l'immobilier d'entreprise, sur nos métiers, on y reviendra tout à l'heure. On a surtout, évidemment, d'abord comprendre un certain nombre de définitions, de terminologies, pour qu'effectivement, depuis 20 ans qu'on parle de data dans l'immobilier, faire un focus général sur l'état d'avancement et se projeter évidemment dans l'avenir. Je vous propose de commencer par un rapide état des lieux de ce qu'est la data. Comme vous le voyez, on a beaucoup progressé en logo et en schéma, mais c'est effectivement pour nous permettre de mieux comprendre les différents termes. Globalement, la data désigne la donnée informatique qui peut être collectée. Elle est fréquemment associée au big data, qui représente des volumes massifs de données. Mais cette caractéristique n'est pas suffisante. En effet, on ne peut parler de big data que dans le cas où les 3 V de Gartner, analystes d'un cabinet, comme quoi les cabinets de conseil sont encore utiles, qui dès 2001 avaient déterminé ces 3 premières valeurs qui ont été ensuite complétées par 2 autres. C'est-à-dire que l'on fait face à un volume extrêmement important de données qui intègre des sources variées et hétérogènes avec une capacité de traitement très rapide. Lorsque la donnée n'est pas en quantité suffisante, nous parlons plutôt de smart data, ce qui est plutôt le cas pour l'instant dans l'immobilier. Il existe 4 étapes permettant de valoriser la data. Le recueil désigne les moyens mis en place pour récolter de la donnée, qui peut être en open data, c'est-à-dire en accès libre, ou en closed data, qui aujourd'hui représente malheureusement la majorité des données. Les bases en open data ont la capacité d'alimenter l'innovation des entreprises. Or, l'innovation est un moteur de la croissance économique. Vous savez que dès 2017 est sortie la loi pour une république numérique qui a permis d'ouvrir gratuitement l'accès à de nouveaux jeux de données conséquents dans le but d'amorcer la transition numérique. J'attire votre attention sur le fait que les données collectées doivent être stockées, comme vous le savez. Or, le stockage de données constitue une menace environnementale. À l'échelle mondiale, les data centers pourraient utiliser 10% de la production électrique mondiale en 2030, contre 3% aujourd'hui, alors que la neutralité carbone devra être atteinte en 2050, comme vous le savez. C'est donc un défi qui est de jauger cette course à l'innovation avec effectivement la mesure de l'impact, puisque cette data est censée mesurer évidemment les impacts, mais cette data, son recueil et la gestion des fameux data centers a un impact négatif sur l'environnement et sur la consommation électrique. Le traitement, pendant la phase de traitement, la base va être nettoyée, harmonisée afin d'enlever les données parasites telles que sont redondantes, incomplètes ou incorrectes, ce que nous avons à nos différentes responsabilités ou métiers, évidemment, toujours constaté sur des bases de données pas forcément fiables au moment de les récolter. Il s'agit d'une tâche qui demande de plus en plus de ressources et de travail à cause de la multitude de formats de données, des volumes qui sont toujours plus importants. L'analyse, cette phase va permettre d'inférer, prédire et tirer des tendances afin de générer de l'information pertinente. Il existe différents types d'analyse, le text mining, l'analyse statistique, l'analyse diagnostique, l'analyse prédictive, l'analyse prescriptive. Enfin, la valorisation. La valorisation, les données pourront être valorisées de 2 façons, soit en interne, en les revendant à un tiers. La valorisation peut permettre l'innovation, l'optimisation des métiers, la maîtrise des risques, une meilleure collaboration au sein de l'entreprise. Il s'agit de la partie suivante de notre présentation. Et avant de passer la parole à Christian, c'est aussi évidemment l'impact de la data, et on l'a vu tout au long de nos travaux, c'est évidemment la capacité technologique qui n'a fait que progresser, l'intelligence artificielle, la manière dont on utilise cette data, et c'est ce qui a été notamment passionnant d'étudier dans ce groupe de travail. Merci Christophe. Quel potentiel économique pour cette data dans l'immobilier d'abord, et dans l'immobilier d'entreprise ensuite? La collecte et l'exploitation de la data représentent un enjeu primordial aujourd'hui pour l'industrie immobilière dans un environnement en pleine évolution qu'on peut caractériser notamment par une convergence de plus en plus forte entre les activités immobilières, on va dire traditionnelles ou classiques, et les services à valeur ajoutée. On met de plus en plus de services, ce qui implique une adéquation beaucoup plus poussée, beaucoup plus fine entre la demande et l'offre. Et la data peut aider justement à mieux comprendre la demande et adapter l'offre. Autre élément, une augmentation de la connectivité des bâtiments qui va générer des masses très importantes de données.
Si ces données sont analysées de manière pertinente, et c'est la vraie question, parce que c'est bien d'avoir des masses de données, mais si elles sont analysées de manière pertinente, elles permettront à l'évidence de développer de nouveaux leviers de performance. Et puis la constitution de réseaux et de plateformes, il suffit de regarder les grandes plateformes numériques aujourd'hui, mobiliseront de plus en plus de contributeurs extérieurs et permettront de collecter des masses de données lors des interactions avec les utilisateurs usagers. La crise sanitaire et également la prise en compte de plus en plus prégnante du changement climatique ont également accéléré la diffusion des outils digitaux avec l'intégration de technologies de plus en plus efficaces dans la maintenance, la gestion ou encore la transaction. Tout cela, issu de mutations à la fois technologiques et sociétales, permet de développer de nouvelles fonctionnalités pour mieux répondre à de nouveaux besoins ou de manière plus adaptée ou mieux adaptée à des besoins existants. C'est pourquoi nous avons tenté de déterminer le potentiel économique de ces nouvelles fonctionnalités en les scindant en 4 grands axes qui ne sont pas forcément totalement exhaustifs. On pourra y revenir lors de la table ronde. Premier élément, ce qu'on appelle le marketing digital et ce qui permet de développer des stratégies commerciales. Ce premier grand axe désigne l'ensemble des canaux numériques utilisés dans le but de commercialiser un produit ou un service. Évidemment, avec le développement des objets connectés, de l'usage d'Internet, le marketing digital est devenu un des principaux terrains de jeu pour l'utilisation du big data. Ce marketing digital permet d'apporter une forte valeur ajoutée pour acquérir de nouveaux prospects, pour améliorer l'expérience client, pour disposer d'une meilleure connaissance des profils de clients, une meilleure personnalisation des offres proposées. Il est principalement utilisé en fait par les agences immobilières à ce stade, afin d'accroître l'efficacité de leur campagne commerciale. En immobilier d'entreprise, la connaissance et le ciblage d'une typologie de clients est plus difficile à réaliser. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, loin de là, mais c'est plus difficile à réaliser. Les données utilisées dans ce cadre résultent d'un croisement de jeux de données à la fois internes et externes à l'entreprise, permettant d'appréhender l'actualité de l'entreprise, ses projets, ses données financières, mais également son patrimoine immobilier, celui soit qu'elle possède, soit qu'elle gère, soit qu'elle occupe. Pour autant, ces données doivent être qualifiées, et on sait l'importance de la qualification de la donnée en immobilier, et le recours à un fournisseur de données externe est souvent incontournable. Depuis 2016, conformément aux engagements de la loi pour une République numérique, de nouveaux jeux de données ont été rendus disponibles en open data, notamment, ça nous semblait évident, mais c'est important, la base Sirène, qui permet d'identifier une entreprise, toutes les entreprises françaises, et de créer un référentiel fiable et stable dans un marché où l'on considère que 30% des bases de données deviennent obsolètes chaque année. L'axe d'amélioration identifié par le groupe de travail concerne malheureusement justement l'absence fréquente de référentiels communs et partagés au sein même des entreprises. Ainsi, les opérationnels ont souvent une connaissance client approfondie, mais les informations ne sont pas toujours réunies au sein d'un CRM unique, ni croisées systématiquement avec des données externes qui permettraient de mieux qualifier les cibles. Comment inciter à partager davantage l'information que l'on détient, mais également faciliter la mise en œuvre de ce partage, nous y reviendrons. Deuxième élément, les données territoriales. Elles représentent une source d'information incontournable pour la connaissance des territoires et le pilotage des politiques publiques, mais aussi d'un certain nombre de politiques privées. Évidemment, sont concernées les données sur la mobilité, sur l'urbanisme, sur l'aménagement, sur la protection de l'environnement. La mobilisation de ces données et leur exploitation croisée permet d'améliorer la qualité, de mesurer les impacts environnementaux des politiques publiques et d'aménagement, de mettre en place des services publics plus efficaces, de réaliser des économies, notamment via une optimisation des flux et une meilleure collaboration entre les acteurs publics et privés, qui permet de développer des écosystèmes innovants et compétitifs. Ces dernières années, les données territoriales collectées ne proviennent plus seulement des organismes publics nationaux, comme l'IGN, l'INSEE ou les services de l'État, mais d'acteurs privés, qu'il s'agisse de réseaux sociaux, de plateformes numériques de services, exemple Deliveroo, Uber Eats, de mobilité, Uber, Blablacar, mais aussi Google ou Citymapper, ou d'hébergement, Airbnb ou Booking. Ces plateformes collectent ainsi des masses de données potentiellement pertinentes pour la compréhension des territoires. Cependant, l'exploitation de ces données est parfois ralentie
en raison des difficultés rencontrées par les collectivités notamment, mais pas seulement, l'ensemble des acteurs dans la maîtrise des technologies, à la fois sur le plan financier et organisationnel. Le troisième axe identifié dans le groupe de travail est la constitution et la mise à disposition d'indicateurs de marché, qui vont être souvent à la convergence entre des données publiques et privées. Leur utilisation permet de mettre en place de meilleures stratégies de commercialisation ou encore une meilleure gestion d'un patrimoine, qu'il s'agisse d'investissement ou de gestion, grâce à la disponibilité d'analyses de marché ou d'estimation de valeur immobilière. Néanmoins, on observe un nombre important de start-up et de fournisseurs de données spécialisés dans le résidentiel et relativement peu en immobilier d'entreprise. En fait, il y a trois grandes différences entre l'immobilier d'entreprise et l'immobilier résidentiel, en tout cas du point de vue de la data. Il y a beaucoup d'autres différences. Première différence, c'est que le marché du résidentiel est beaucoup plus granulaire que celui de l'immobilier. Il se caractérise par un nombre important de transactions pour des montants relativement peu élevés. À l'inverse, en matière de bureaux, par exemple, il y a peu de transactions avec des montants très supérieurs. Or, les algorithmes, notamment d'estimation immobilière, par exemple, ont besoin d'un volume très conséquent de données pour pouvoir fonctionner de manière efficace. La seconde différence porte sur la transparence du marché. Le marché de l'immobilier d'entreprise est profondément asymétrique, tant pour les locations que pour les ventes. L'information est souvent détenue par les commercialisateurs qui partagent assez peu la donnée au niveau granulaire, pas au niveau global, au niveau statistique. Ce qui est pour eux gage d'un avantage concurrentiel, mais qui rend plus difficile la mise en œuvre de solutions digitales pour réaliser des estimations ou des analyses de marché. La dernière différence notable est le manque de standardisation des données descriptives en immobilier d'entreprise. Dans le résidentiel, les informations demandées sont relativement restreintes. En matière de bureau ou en matière de commerce, les données descriptives sont plus nombreuses et pas forcément normalisées. Donc on voit bien que aujourd'hui, le potentiel économique issu de l'exploitation des data pour produire des indicateurs de marché apparaît donc à ce stade plus important en immobilier résidentiel qu'en immobilier d'entreprise. Dernier point, le smart building. Enfin, le dernier axe, cela correspond aux solutions actives et passives de gestion énergétique, ce qui est effectivement aujourd'hui le plus communément connu. Auparavant, le bâtiment intelligent se limitait à remonter des informations d'état vers un poste de contrôle. Or, il n'a cessé de se perfectionner grâce à de nouvelles technologies, le BIM, l'application, le big data, l'intelligence artificielle, etc., etc. Le bâtiment intelligent est dorénavant capable de répondre aux objectifs suivants. Et c'est ce qui, effectivement, pour nos métiers, le rend intéressant au premier chef. L'optimisation des ressources énergétiques, par exemple, grâce à la maintenance prédictive. Une vision fine de l'utilisation du bâtiment dans le but de déterminer les besoins réels des collaborateurs. L'apport de services supplémentaires aux usagers pour améliorer le quotidien des salariés. Il est également primordial que les bâtiments soient connectés pour répondre aux objectifs du décret tertiaire, sujet que vous connaissez tous par cœur, puisque les propriétaires ont l'obligation de connaître les dépenses énergétiques des bâtiments pour être en mesure de comparer une année de référence, comprise entre 2010 et 2019, avec les années 2030, 2040, 2050 et une augmentation des économies à aller chercher et ainsi constater une baisse des émissions de carbone, sachant que pour 2030, on est à moins 40% d'objectifs. Donc c'est évidemment un enjeu colossal pour les utilisateurs et les propriétaires. Cependant, le smart building est face à différentes problématiques. Tout d'abord, l'absence d'un référentiel commun, repris par l'ensemble des chaînons de l'immobilier, engrange des coûts colossaux et la perte d'une grande partie des données présentes dès la conception du bâtiment. Selon la FPI, l'association Fidji, à peine 5% des données de la maquette numérique seront réutilisées en aval tout au long du cycle de vie du bâtiment et bien souvent accompagnées d'une ressaisie complète. C'est donc aujourd'hui une insuffisance, voire un gâchis par rapport à la capacité d'utiliser ces données. Et cela à cause de deux raisons. Premièrement, les données du BIM sont construites autour des besoins lors de la phase de conception-construction, ce qui implique que les données inutiles à cette phase soient supprimées, alors qu'elles avaient bien été collectées. Deuxièmement, lorsqu'une donnée est transmise, elle n'est pas accompagnée de sa définition précise, ce qui implique de devoir la recalculer.
La deuxième problématique est que la confidentialité des données, vous connaissez le RGPD instauré par l'Union européenne, plus un bâtiment collecte d'informations et plus il y a un risque qu'il rentre en conflit avec le RGPD. Par exemple, lorsqu'une caméra détecte le nombre de personnes dans les locaux, il est nécessaire que ces capteurs permettent d'anonymiser les travailleurs. La troisième problématique observée est la fiabilisation. Il existe peu d'instances aujourd'hui qui permettent de prouver que les données environnementales notamment soient justes. On sait qu'il existe des écarts entre certaines données fournies par le propriétaire et une réalité. La réalité, par exemple. On continue. Ce qui nous a semblé aussi important et ce qui est remonté très souvent dans le groupe de travail, c'est effectivement, on a vu les définitions, les différents impacts qu'on vous a présentés, mais il y a aussi évidemment un impact sur l'ensemble des métiers, et quand on dit l'ensemble, c'est l'ensemble des métiers de l'immobilier. Il est difficile aujourd'hui de mesurer précisément à quel point la data va transformer l'industrie immobilière, mais il est important pour les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, d'embrasser le changement. On est évidemment au début d'une grande révolution. On a effectivement pu mesurer les conséquences de la crise sanitaire et l'accélération de la digitalisation de nos modes de travail. On est évidemment qu'aux prémices de ce que la capacité technologique nous permettra de faire dans les années à venir. Les métiers de l'immobilier sont des métiers de temps long, ce qui implique que les mutations prennent du temps à se mettre en place. Ces mutations ne pourront intervenir sans quelques facteurs accélérateurs, l'ouverture de nouveaux jeux de données, l'intégration de l'innovation au sein de la stratégie des entreprises, l'utilisation des nouvelles technologies ou encore quelques standards et réglementations. Selon le dernier baromètre de Real Estate, la majorité des startups se concentrent sur le marché de la construction et seulement 29% des startups de la PropTech s'adressent aux problématiques des acteurs de l'immobilier tertiaire. L'accumulation de données permettra dans les métiers de la construction une meilleure communication et organisation grâce à la création de plateformes globales. Grâce aux nouvelles technologies, il est et sera possible d'introduire de la prédictibilité tout au long du chantier. On peut également penser que la data va faire évoluer l'industrialisation de la construction avec des avancées dans la modulation, car il n'y a pas d'industrialisation sans data. Dans la promotion, la data facilitera surtout la recherche foncière, ça a été évoqué tout à l'heure, grâce aux données géographiques. Auparavant, lorsqu'on réalisait une étude de faisabilité, des déplacements en voiture, en automobile était nécessaire afin de constater des dents creuses, prendre les dimensions. Son utilisation améliorera également le processus de vente grâce aux visites virtuelles, concept que nous avons vu fleurir aussi pendant la crise sanitaire, et un pricing plus précis et plus juste, qui permettra d'anticiper les prix de vente de manière plus précise. Pour l'exploitation, la data permettra d'améliorer la relation avec les occupants, en traitant directement la relation entre bailleurs et utilisateurs, plutôt qu'avec les représentants de l'utilisateur. Les BIM managers auront un rôle essentiel à jouer, car ils faciliteront le passage entre le BIM construction et exploitation, ce qui permettra de limiter la perte de données que j'évoquais auparavant. La maintenance prédictive révolutionnera l'immobilier, car les interventions sur l'équipement ne seront plus programmées, mais seront réalisées seulement en fonction des besoins ponctuels, c'est-à-dire en suivant des indicateurs de dysfonctionnement et en anticipation de l'usure réelle. C'est donc une révolution. Les métiers de la commercialisation et des transactions vont également se transformer de manière positive avec la data. L'usage des données de qualité va en effet permettre une meilleure prévision du marché, une meilleure captation du client et une dématérialisation du processus de vente et de location. En ce qui concerne la gestion d'actifs, les métiers sont surtout impactés par la RSE, l'ISR, investissement socialement responsable, dont les mesures pourront être améliorées dans le domaine de la construction et du respect d'indicateurs de performance partagés. Les métiers de l'investissement se transformeront également grâce à une meilleure prévision de marché, de meilleures stratégies d'investissement et de pilotage de portefeuille. La data impacte donc l'ensemble de la chaîne de production immobilière et c'est évidemment un enjeu, on y reviendra tout à l'heure, sur évidemment la formation de nos futurs collaborateurs qui doivent effectivement davantage développer cette connaissance et l'utilisation des outils liés à la data. Je vais y arriver. On va y arriver. Alors, face à cet état des lieux qui est évidemment extrêmement simple et qui sera beaucoup plus développé dans l'étude, avec des cas d'usage, avec des exemples, on voit bien le potentiel élevé de l'utilisation de la data, mais également relativement lent à se mettre en place.
Donc face à cet état des lieux et global, le groupe de travail a émis 8 recommandations réparties en 4 enjeux, dont le but est d'améliorer la compréhension de la data et d'optimiser son utilisation afin de permettre à l'industrie immobilière, notamment tertiaire, d'améliorer l'ensemble de la chaîne productive. Premier enjeu, gagner en interopérabilité, je l'ai dit, entre les acteurs du secteur de l'immobilier. Le premier enjeu, ce premier enjeu, il est essentiel en fait. Il existe aujourd'hui une assez faible coopération numérique entre les utilisateurs, les bailleurs, les promoteurs, alors même qu'il leur serait éminemment profitable d'échanger beaucoup plus leurs données et beaucoup plus facilement. Une étude de l'association Fidji et qui avait été réalisée également par Mazars avait estimé en 2011 les coûts de la non-opérabilité à 3,5 € par mètre carré pour les investisseurs, les promoteurs et les utilisateurs. Je vous laisse faire le calcul, chacun prend son unité et puis rajoute par 3,5. Globalement, notamment en raison des nombreuses pertes de temps liées à la ressaisie et au contrôle des données, très manuelles au sein de l'industrie immobilière, tout cela représentant plus de 40% du temps de travail d'un expert ou d'un analyste. Il n'y a pas de raison fondamentale à ce jour que cette estimation ait beaucoup varié depuis, malheureusement. Donc notre première recommandation, la première recommandation du groupe de travail, c'est d'inciter les acteurs à utiliser un référentiel commun sur quelques définitions de base. Alors c'est évidemment très compliqué parce que on a des définitions qui sont très variées, notamment quand on commence à parler de surface. Je pense que chacun de vous sait qu'il y a de multiples définitions pour un même objet qui s'appelle un immeuble, mais qui peut être appréhendé avec énormément de facettes. Mais néanmoins, les échanges de données seraient éminemment facilités, notamment en ce qui concerne... serait éminemment facilité. Un tel référentiel a déjà été développé par l'association Fidji, en impliquant de nombreux acteurs au sein de la réflexion, investisseurs, experts immobiliers, promoteurs, property managers, éditeurs de logiciels spécialisés. Il gagnerait à être largement implémenté et utilisé par les différentes catégories d'acteurs. Nous n'avons pas été payés par l'association Fidji, mais il nous semble que c'est une association de place et qui a développé ce standard et ça a le mérite d'exister. Notre deuxième recommandation, c'est quelque chose d'un tout petit peu différent. Ce serait de créer un identifiant national pour chaque immeuble. Donc là, c'est plutôt l'État qui pourrait faire ça. Grâce à cet identifiant, qui serait différent de l'immatriculation des parcelles dans les plans cadastraux, parce que vous savez qu'un immeuble peut être sur 2 parcelles, etc. Donc, on parlerait vraiment des immeubles ou des ensembles immobiliers. Il serait possible de disposer d'un référentiel national fiable et stable, auquel toutes les informations patrimoniales pourraient être rattachées. Informations cadastrales, évidemment, permis de construire, travaux, propriétaires, locataires, etc. Elle permettrait à terme de faciliter la coordination de l'ensemble des bases de données existantes en immobilier. Recommandation numéro 3, nous proposons que l'État et les collectivités territoriales rendent accessibles en open data certains jeux de données tels que les permis de construire ou de démolition. Évidemment, rendre public ces informations représente un coût, mais cela représenterait également un gain pour les pouvoirs publics. Les bases sur la construction seraient d'une vraie valeur ajoutée car elles permettraient de mieux mesurer les résultats de politiques publiques. De même, la transformation de bureaux en logements notamment, pas que évidemment, mais serait beaucoup plus facile à observer. Le second enjeu, fiabiliser la donnée, c'est évidemment un grand enjeu qu'on a déjà développé dans la présentation, mais que vous retrouverez plus en avant dans l'étude, et c'est évidemment une des clés de la réussite. Pour cela, nous proposons de rendre l'intégration des capteurs, un certain nombre de capteurs fixes, en tout cas mesurant les performances énergétiques, la consommation, les usages d'un bâtiment et des équipements associés, obligatoires lors de la conception de l'immeuble. Ces capteurs permettront de mesurer avec précision si les objectifs, notamment du décret tertiaire, puisque encore une fois, 2030 va arriver très vite, la réglementation s'imposerait également aux locataires avec une application progressive suivant la taille de l'immeuble.
Cette recommandation a fait l'objet de débats. Vous savez également que du fait de l'avancée technologique, la qualité de l'air de Paris, par exemple, est mesurée avec peu de capteurs et que l'intelligence artificielle permet effectivement maintenant de mesurer cet air sans avoir recours à une multitude de capteurs. On a évidemment aussi la difficulté de proposer ces recommandations tout en ayant effectivement une matière mouvante et qui peut effectivement gagner en efficacité. La 5e recommandation vise à encourager l'État à renforcer ses propres systèmes de données. Comme on l'a dit et comme vous l'avez vu, l'État a déjà fait un certain nombre de mouvements positifs. On a cité la loi de 2017, mais il y a effectivement encore des efforts qui peuvent être accentués. L'actualisation et la fiabilisation des bases de données sont des vrais sujets. On pense aux bases magiques, Opera, sont toutes les deux d'utilité publique, mais nécessitent quelques ajustements, notamment pour que la catégorie bureau puisse être accessible en open data, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et ça, évidemment, un enjeu pour améliorer la connaissance et la qualité des informations recueillies. Troisième enjeu, faire monter en compétence la filière immobilière sur le domaine de la data afin d'être plus compétitive. 2 recommandations pour cela, inciter toutes les entités de la filière immobilière, à la fois publiques et privées, à intégrer systématiquement des formations à l'utilisation de la data, à la compréhension de la data et à ses applications possibles en immobilier. Ainsi, les collaborateurs dont le métier n'était jusqu'alors pas forcément en lien avec la data seraient formés, pourraient utiliser un langage commun avec les nouveaux arrivants ou avec d'autres entités. Cela pourrait également permettre de sensibiliser les collaborateurs à l'importance de la qualité et de la fiabilité des données, mais également aux nouveaux services qu'une utilisation plus poussée de celles-ci pourrait permettre de développer. Autre recommandation, si on va un cran plus loin, il y a la formation en interne qui nous semble nécessaire, la formation, information, sensibilisation, ça c'est la recommandation 6. C'est d'aller plus loin et de créer une filière de formation de data scientists notamment, spécialisés en immobilier. Aujourd'hui, vous avez des data scientists qui ne sont pas spécialisés du tout. Donc après, ils se spécialisent sur... Mais pourquoi ne pas développer une filière de formation spécialisée en immobilier afin de permettre à l'industrie immobilière de disposer de spécialistes reconnus et adaptés aux besoins croissants en termes de data. Dernier enjeu, encourager la création de PropTech. Effectivement, également, dans le cadre des débats, on a vu que cet élément de mise en commun de ces compétences, de ces réflexions, pouvait effectivement être un accélérateur pour encourager l'amélioration de la gestion de la data. Donc, nous proposons donc de mettre à disposition des PropTech des lieux qui permettraient de les accueillir et de leur permettre de collaborer plus efficacement entre elles et avec les sociétés de l'écosystème immobilier. Cette initiative pourrait intervenir et pourrait venir compléter la filière immobilier de finance innovation dans le but d'accélérer son développement. On vous remercie pour votre attention. On a été très heureux de piloter, et on remercie encore Raphaël pour son aide précieuse, ce groupe de travail. On a nous-mêmes beaucoup progressé sur ce sujet qui reste complexe, mais qui, je pense, et en tout cas le constat qu'on a partagé, qu'on en avait, c'est que l'immobilier a encore du retard et qu'il faut maintenant... On a un gouvernement a priori depuis hier, et donc je pense que la vocation de l'ORIE, comme vous le savez, c'est de proposer des préconisations dont certaines sont reprises dans des textes de loi, dans des décrets, et donc ça sera tout le travail des prochains mois de l'ORIE. On peut commencer la table ronde. Merci à vous. Là, c'est vert, donc normalement, on m'entend. Bon, génial. Merci beaucoup. Je vais demander à Béatrice Lièvre-Théry de me rejoindre. Bonsoir, Béatrice, directrice générale de Sogeprom. Astrid Veil, directrice générale. Alors, je ne sais pas si c'est directrice générale ou directrice générale adjointe. Adjointe. Non, mais parce que j'avais cru comprendre que il y avait une petite promotion en entrée. Je m'interrogeais. Bon, c'est pas celle-là. Encore un peu de patience. Groupama Immobilier. Et puis Guillaume Parisot, président d'Aveltis. Donc effectivement, Laurent Ternisien a attrapé le Covid, 7e vague, c'est ça? Je ne sais plus où est-ce qu'on en est. Bon, enfin bon, on en aura 2 ou 3 par an, visiblement.
L'idée, c'est qu'on puisse un petit peu balayer autour de cette table ronde ce qui s'est dit au travers du rapport et peut-être de l'illustrer à travers vos activités. Un premier tour de table d'abord sur la place qu'occupe, que tient la data. Je vais vous allumer les micros parce que je me suis fait avoir. La place que tient la data dans votre activité quotidienne, comment vous l'appréhendez à l'échelle de vos métiers, puisque est-ce que vous avez constaté une montée en puissance ou non de la problématique ou de la data au sein de votre activité? Je sais pas, vous me précisez un petit peu votre activité quand même. Béatrice, on démarre sur la promotion. Commence. Bonsoir à tous. Alors, je dirais que la data occupe probablement aujourd'hui une place insuffisante de notre activité. En tant que promoteur, on est un métier qui est resté encore très humain, c'est la bonne nouvelle. On a un métier qui est très complexe, donc voilà, l'intelligence artificielle ne va pas nous remplacer tout de suite, je pense. Pour autant, on a sans doute beaucoup d'avantages encore à tirer de la data, qu'il s'agisse de développement, qu'il s'agisse de commercialisation, qu'il s'agisse de construction, qu'il s'agisse de pilotage de nos activités, qu'il s'agisse de recueil des données RSE qui occupent une place de plus en plus importante et sur lequel on va devoir communiquer, rendre des comptes. Voilà, donc on a encore beaucoup de travail à faire, je pense, en tous les cas en ce qui nous concerne. Astrid, chez Groupama. Si je dois présenter en 2 mots Groupama Immobilier, nous gérons un peu plus de 4 milliards d'actifs immobiliers de toute classe d'actifs, qui étaient très concentrés à Paris de façon historique, parce que quand on est un assureur agricole, en face de son risque climatique agricole, on met des immeubles à Paris, ça paraît logique. C'est en train de changer, on a maintenant beaucoup d'immeubles en région et on a diversifié également la qualité de nos portefeuilles. On est une équipe d'un peu plus de 100 personnes. Et donc Éric Denet est directeur général. Ça n'a pas changé. Alors, si on veut parler de data chez Groupama Immobilier, d'abord on a quelqu'un chez Groupama Immobilier qui s'appelle directeur de la transformation digitale depuis 3 ans. C'est pas pour rien. L'unité de valeur, c'est l'immeuble. Tout le monde se reconnaît dans l'immeuble. On sait ce que c'est. Il a plusieurs phases de vie. Il a une phase construction, il a une phase exploitation. Parfois, il retourne en travaux et en phase de construction. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en tenant compte de tous ces univers, la valeur d'un immeuble, elle est à la fois financière et extra-financière. Il n'y a pas d'immeuble qui a une valeur purement financière. Et dans la valeur extra-financière, je suis convaincu que la data fait partie de la valeur de l'immeuble. On va en parler de façon plus détaillée, mais la data, alors j'aime bien le dire en français parce que j'aime bien dire la donnée n'est pas donnée. La donnée, c'est quelque chose qui coûte énormément à l'entreprise, qui est très complexe à organiser et qui est plutôt construite, qui est parfois détruite. Et c'est très compliqué de fluidifier correctement la donnée dans l'entreprise et d'avoir une donnée fiable et de bonne qualité. Moi, précédemment, j'étais directrice générale déléguée de BNP Paribas Real Estate Property Management. Le chasseur de tête m'a dit « N'aie pas peur, il y a 28 projets informatiques en cours en ce moment. » Bon, ça m'a fait peur et je pense qu'aujourd'hui, il y en a 46 et que ça ne fait plus peur à personne. D'accord. Voilà, donc tout ça, tous les métiers doivent collaborer autour de la donnée et voilà, maintenant qu'on a planté le décor, la donnée est partout dans l'entreprise, donc c'est important d'avoir une fonction en tout cas qui la gère. On va voir un petit peu le potentiel que ça réserve. Mais tout d'abord, Guillaume Parisot, sur présentation peut-être d'Avetis et puis aussi de la manière dont vous appréhendez la data aujourd'hui. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors Aveltis, on est un peu moins connu que les 2 belles entreprises qu'on a citées avant. On est un opérateur engagé de bâtiments tertiaires. C'est comme ça qu'on se définit, opérateur, parce qu'on est prestataire de services. On va fournir l'ensemble des services aux bâtiments tertiaires. Donc ça va de services très techniques, on va parler de maintenance d'énergie, jusqu'à des services plus à destination des collaborateurs, où on va parler de fitness, de conciergerie, d'hospitalité. Et notre marque de fabrique, c'est de faire ça dans le cadre d'un engagement de résultat. C'est-à-dire qu'on s'engage en amont sur le prix de cette prestation
et des indicateurs de qualité de service. Donc on le fait beaucoup sur du bureau et on commence à le faire sur des bâtiments d'enseignement également. Une fois que j'ai dit ça, vous avez compris qu'en fait la donnée elle est au cœur de notre activité parce qu'à un moment donné on a une modélisation du fonctionnement du bâtiment. Donc en amont on va parler plutôt d'algorithme, on va essayer de se projeter. Et après, une fois que le bâtiment est géré par nos soins, là ça va être plutôt du pilotage. On va vérifier en fait que la réalité du comportement du bâtiment est bien conforme à ce qu'on avait imaginé. Et puis, le cas échéant, si on n'est pas conforme, eh bien, évidemment, remettre le bâtiment dans les purs. Donc, cette donnée, elle est fondamentale puisque moi, c'est ce qui me permet de m'engager et c'est ce qui me permet de piloter mon risque. Quand vous dites vous engager, c'est-à-dire que si vous dépassez ou ne remplissez pas les objectifs, c'est pour votre poche? Exactement. Et si on fait mieux, on partage 50-50 avec nos clients. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet sur le potentiel économique que vous attendez de la donnée dans les prochaines années. Alors, je vais reprendre le plan que Christophe et Christian ont fait, parce que finalement, il est très bien, ce plan. Donc, au bout d'un moment, je me mets confortablement dedans. Je voudrais qu'on démarre peut-être par tout ce qui est marketing digital, stratégie commerciale, et évidemment, sur les promoteurs, vous êtes assez impactés. Alors, moi, je suis une génération où on connaissait les bulles de vente. Est-ce qu'aujourd'hui on a encore des bulles de vente? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez changé votre mode de commercialisation? Vous êtes en train de transformer, et puis on viendra peut-être aussi sur la prospection foncière juste après. Alors oui, on a encore des bulles de vente et oui, il faut encore des commerciaux pour vendre des appartements. En revanche, il est vrai que la data est extrêmement précieuse pour récupérer un certain nombre de leads et les qualifier. Et savoir derrière bien les gérer. Donc, on travaille sur ces thématiques avec un certain nombre de startups qui nous aident à bien traiter tous les leads que le marketing des programmes sur Internet au global permet de générer. Donc ça, c'est une source précieuse d'information et d'efficacité commerciale. Néanmoins, les bulles de vente existent toujours. Et puisqu'on parle là d'immobilier d'entreprise plutôt, pour le coup, c'est quelque chose qui s'applique extrêmement bien au résidentiel et à la commercialisation auprès de particuliers. C'est quand même pas du tout le sujet sur l'immobilier d'entreprise, évidemment. Ça veut dire qu'on remplace pas la marketing suite aujourd'hui? Non, on remplace pas la marketing suite et les brokers ont encore de bons jours devant eux. Voilà. Alors, ça, c'est dit, ça. Un mot quand même sur la prospection foncière. On arrive dans un momentum avec la loi ZAN qui va rendre l'accès au foncier traditionnel un peu plus compliqué. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous tablez sur la donnée, sur la data pour mieux cibler la prospection foncière? Oui, énormément. Ça fait vraiment partie de nos axes dans notre politique de développement. Donc on a, ayant la chance d'appartenir à un grand groupe bancaire, on a quelques collaborateurs de la banque qui nous aident, qui sont des data scientists en fait, qui nous aident à développer des outils en interne sur certains quartiers, par exemple les futurs quartiers de Gare du Grand Paris. Là, il y a avec de la data et des gens malins pour aller coordonner toutes les bases de données qui existent en matière à avoir des nouvelles idées en termes de développement qui sont intéressantes. Et puis on fait également appel à des startups qui ont travaillé sur de la même manière sur la mutualisation de très nombreuses bases de données pour qualifier un certain nombre d'actifs. Je ne sais pas si ça peut être le thème des friches industrielles par exemple, où l'utilisation de la data est extrêmement précieuse pour accélérer le développement, essayer d'avoir des idées avant les autres. C'est quand même l'idée de fond qu'on peut orienter la destination d'un immeuble, d'un programme. On peut se dire en fonction d'une analyse de données, que ce soit des données démographiques, emploi, etc., de se dire plutôt que de mettre du logement, plutôt que de mettre de l'activité, je peux peut-être faire un mix, je peux peut-être mettre du bureau ou inversement. Alors c'est pas tellement comme ça qu'on le regarde nous aujourd'hui. Ça, je pense que c'est très compliqué. Ça reste quand même. Ça reste la conviction du promoteur. Ça reste la conviction du promoteur ou de l'investisseur. C'est plutôt en amont. Parce que identifier un foncier, c'est quand même un peu chercher une épingle dans une boîte de foin. Donc, en ayant un certain nombre de critères de lecture et de ciblage de ce qu'on cherche en développement, pour le coup, c'est un outil très efficace qui fait gagner beaucoup de temps. Et on a un collaborateur qui peut screener des bases de données, remplir un certain nombre de critères
qui intègre par exemple le PLU, l'état actuel d'un immeuble, est-ce qu'il est plein, est-ce qu'il est vide. Voilà, on arrive à avoir pas mal d'informations très précises qui nous permettent de cibler le développement beaucoup plus facilement. Astrid, pour les investisseurs, quels sont un peu les enjeux et les attentes autour de la donnée? On parlait notamment dans les indicateurs de marché, parmi les sujets identifiés. Est-ce que vous espérez avec la data avoir une plus grande transparence? Moi, c'est le mot que j'entends depuis un quart de siècle. Alors c'est pire que ça en fait. Un immeuble dont la donnée n'est pas fiable, il est illiquide. Un immeuble sans data room, c'est illiquide. Personne n'achète un immeuble comme ça en prenant des risques sur des pans entiers de données qui seraient pas mises en qualité. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est plusieurs choses. Faut que je reprenne mes notes dans le bon sens parce que tu m'as mélangé les questions, alors du coup, je suis perdu. J'avais dit, on n'est pas obligé de suivre le déroulé. Bah ouais, non, je comprends. Pour une fille un peu organisée comme moi, c'était compliqué. Les filles sont plus organisées quand même. Ce que je veux dire, c'est que dans nos métiers, ce qu'il faut très bien faire, c'est le métier de base. Le métier de base, c'est savoir quitancer, encaisser, gérer un actif d'un point de vue technique, comptable, avoir une data room organisée. Voilà, ça c'est le métier de base. Tant qu'on ne sait pas bien faire le métier de base, on ne peut pas vendre plus. Il n'y a rien de pire que d'essayer de vendre cher un service à un client si on ne sait pas faire le métier de base avant ça. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir travaillé l'industrialisation de ces processus pour avoir tout le métier de base qui est fait de façon très industrialisée et très fiable. Et après, on peut vendre des services à forte valeur ajoutée, chers, et qui sont très visibles pour les clients. Parce que le client, il a du mal à payer pour l'invisible. Et tout ce sujet-là, c'est le sujet du pricing, du property management depuis toujours. Les locataires, ils ont beaucoup de mal, et les mandants aussi, ils ont beaucoup de mal à payer le bon prix pour le property management. Parce qu'ils ne voient pas très bien ce que fait le property manager, ils ne comprennent pas très bien pourquoi c'est compliqué. Et le property manager a du mal à vendre des services supplémentaires parce que le métier de base n'est pas très bien fait. Donc, ça, c'est un chantier énorme. Alors, quand on a un chantier énorme, moi j'ai 3 techniques. J'ai celle du saucisson, celle de la stringue et celle du carton de déménagement. Alors, le saucisson, c'est facile, on découpe en tranches. Ça fait toujours un saucisson, mais au moins, on a découpé les sujets en plusieurs morceaux. Celui de la seringue, c'est qu'on met des moyens, on appuie fort sur le piston, ça finit toujours par sortir. Voilà. Et il y a celui du carton de déménagement, qui est un truc intéressant. Le carton de déménagement, c'est quand je ne sais pas quoi faire de quelque chose, je le mets dans un carton, et puis j'en ai plus jamais besoin, en fait. Ouais, généralement, je le stocke. Voilà, c'est ça. Et donc, dans l'entreprise d'immobilier, il faut qu'on apprenne aussi à se dire que tout n'est pas une montagne, que parfois on peut ranger des choses dans un carton, se dire c'est mon stock, ça peut rester merdique dans un carton pendant longtemps, mais en revanche le flux doit être nickel. Et donc nous on s'est beaucoup attelé à ça chez Groupama Immobilier et on a, alors oui, on Fidji, oui. Hein, la nécessité d'un langage commun, c'est une certitude. Donc ça répond à la question que j'allais poser après, mais ok. Tu vois, Peu importe, si j'ai mes réponses, tout va bien. tu vois, toi non plus, c'est pas dans l'ordre. Il faut qu'on ait les bonnes données pour prendre les bonnes décisions. Donc, on a, alors c'était rigolo, Christian, que tu parles de mètres carrés, parce que ce premier chantier chez Groupama, quand on est arrivé, les mètres carrés. On n'avait pas de mètres carrés fiables. Aujourd'hui, c'est le cas. On a commencé par faire des états géomètres sur tous nos immeubles. On n'avait pas d'états géomètres sur nos immeubles. Bon, le mètre carré, c'est quand même la donnée de base de l'immobilier. Donc, c'est la mise en qualité de tout un tas de sujets. Et si on n'a pas de données fiables, on ne peut pas y arriver. On est également dans un POC en cours avec tous les grands experts de la place et d'autres grands investisseurs pour mettre en perspective la qualité des actifs avec leur valeur d'expertise et d'avoir une estimation de la valeur vénale qui soit plus fiable, parce que... C'est quoi là? On ressort la grille de cotation des immeubles Alors, en tout cas, si on n'envoie pas de la donnée pertinente aux experts, les évaluations, elles seront pas bonnes. Donc, on a besoin de parler un langage commun et d'envoyer de la donnée fiable. Ça, c'est sûr que...
Voilà, et il vaut mieux leur envoyer de la donnée fiable et leur laisser du temps pour aller voir l'actif. Parce que quand on achète un actif, on va le voir. Quand on l'expertise, on n'a pas le temps d'aller le voir. Enfin, pas toujours. Pas tous. Pas toujours. Pas tous. Donc il faut laisser le temps aux experts pour aller voir les immeubles. Qu'est-ce qu'on fait d'autre d'intéressant? Je trouve que la data, c'est aussi important dans le fait de pouvoir mutualiser les forces, notamment dans le cadre de la décarbonation de nos activités. C'est-à-dire que les circuits courts, on sait ce que c'est quand on achète des légumes. Quand on fait de l'immobilier, il faut qu'on fasse exactement la même chose. On crée des plateformes avec des matériaux de réemploi pour favoriser l'économie circulaire. Et On a commencé à se structurer. D'ailleurs, Groupama est moteur. Avec absolument. le booster du réemploi. Et donc, le booster du réemploi et sa plateforme Mapping ont été créés pour favoriser le réemploi par la commande de la maîtrise d'ouvrage et recenser tous les programmes de restructuration de tous les grands acteurs investisseurs de la place dans lesquels ils disent je veux faire du réemploi sur mon immeuble. Ça favorise l'accès à la demande et donc la structuration de l'offre de produits de réemploi. Voilà. Donc la data est vraiment partout, dans toute la chaîne de la vie de l'immeuble, de sa naissance jusqu'à sa restructuration ou sa reconstruction. On va en parler, mais j'ai encore quand même deux petites questions. Et je réinsiste sur ma question de la transparence, sur les indicateurs de marché. Est-ce que c'est une demande des investisseurs que les brokers arrêtent de vivre sur l'asymétrie d'information, arrivent à partager une forme de granularité d'information avec l'ensemble du marché, en se disant cette transparence sur les prix, sur les valeurs, sur les loyers, doit profiter à tout le monde? Il y a quelques années, c'était le broker qui avait toutes les transactions en tête, et sa valeur ajoutée, elle vit dans le fait qu'il savait tout ce qui se passait, et que c'était un peu opaque pour le marché. Aujourd'hui, il y a quand même des systèmes, il y a la place de l'immobilier, il y a tout un tas de plateformes qui sont disponibles pour avoir de la donnée immobilière. Et je pense que la valeur ajoutée du broker, elle est plus dans l'accompagnement des utilisateurs et des investisseurs dans leur besoin de transaction, et notamment des preneurs, dans le fait de transformer leur intuition de devoir déménager ou de devoir prendre des locaux en une certitude et un projet managérial. Je pense que c'est moins le sujet maintenant de la transparence des informations des brokers, parce qu'elle est accessible, cette donnée, même de façon granulaire, on peut la trouver, que le fait que on accepte que c'est plus leur business de savoir tout et de garder tout pour eux. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Très clair. Deuxième question sur les performances des investissements immobiliers. Il y a aussi une montée en puissance de tout ce qui est extra-financier. Est-ce que comment vous regardez ça chez Groupama Immobilier? Est-ce que les indicateurs ESG, est-ce que la notation extra-financière, aujourd'hui, est de plus en plus importante, à la fois dans le pilotage de la performance de vos actifs, mais aussi dans la prise de décision d'investissement sur tel ou tel actif immobilier? Aujourd'hui, quand on fait une lettre d'offre sur un immeuble, on va dire tertiaire parce que c'est plus facile à expliquer, on fait une lettre d'offre en calculant un prix, comme on faisait avant, et on a une énorme incertitude, c'est les capex qu'on doit mettre pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. Et cette incertitude, elle est d'une telle matérialité que c'est juste pas acceptable de faire une offre sur un actif dont on connaît pas l'atterrissage en matière de décret tertiaire. Moi, je sais pas faire. Je sais pas acheter un immeuble sans savoir comment il atterrit d'un point de vue du décret tertiaire. Donc, ce sujet-là, je pense que il est dans une actualité qu'on n'avait pas anticipée. Alors, tout le monde s'est dit, pas grave, le décret tertiaire, ça sera repoussé. Là, c'est le 30 septembre. Et puis c'est 2030. 2030, on se dit, bon, c'est pas grave, c'est dans longtemps. Ouais, sauf que le pied du mur, il y a lui-même, et que c'est maintenant. Donc, la performance extra-financière de nos actifs, notamment la performance environnementale de nos actifs, maintenant, ça y est, on y est. Sur les autres sujets ESG, on travaille beaucoup la biodiversité, le réemploi, je l'ai dit, et l'approche low-tech.
on doit, en tant qu'investisseur, parce que c'est nous qui sommes, qui tenons les rênes du marché par le fait qu'on a une capacité à investir les immeubles, on doit être exemplaire dans notre demande sur ces sujets-là. Et l'approche low-tech, c'est un sujet compliqué parce que, par exemple, moi je passe ma vie à dire aux équipes d'asset management, on va faire un immeuble sans clim. Ils me disent, mais on va louer cet immeuble, cette clim. Donc l'approche low-tech, c'est vraiment changer les mentalités, changer les notions de confort vers des notions de quantité d'inconfort. Il faut qu'on change notre vocabulaire. Avant on disait l'immeuble est très confortable. Maintenant, il faut qu'on dise l'immeuble présente 10 jours par an d'inconfort thermique. C'est une autre stratégie commerciale, ça. Low-tech, c'est compatible avec des capteurs? Oui, je pense. C'est une question innocente. Non, mais low-tech, ça veut dire on arrête de mettre une tonne de matériaux, de luxe, de choses qui servent à rien. Moi, il paraît que je me sers que de 3% des fonctionnalités d'Excel et de 25% des fonctionnalités de la voiture. Moi, je ne me sers pas d'Excel. Bon, là, c'est pas beaucoup. Et dans les immeubles, je pense que c'est la même chose. On a des GTB extrêmement sophistiqués et personne ne sait faire fonctionner de façon optimum. J'en reviens sur le smart building et sur les enjeux et les promesses à l'échelle de l'immeuble avec vous, Guillaume. Un petit point avant en complément, effectivement. Je pense pas qu'il faille opposer low-tech et high-tech aujourd'hui. C'est simplement, c'est quoi l'objectif? Il y a des sujets où on peut faire par biomimétisme, effectivement, il y a des procédés très simples qui existent depuis très longtemps. Moi, j'ai l'impression qu'on redécouvrait en logement les casquettes en disant je prolonge la toiture au sud. Parce qu'évidemment, en hiver, le soleil est bas, donc les rayons rentrent, c'est très bien. Et en été, le soleil est haut, donc les rayons du soleil sont cassés. Donc du point de vue énergétique, il n'y a pas mieux. C'est des choses que les Grecs faisaient il y a 2000 ans. Donc il y a des choses comme ça où, là, ça c'est du low-tech extrêmement intéressant. Ou Haussmann qui mettait des storbanes sur les immeubles haussmanniens, c'est exactement la même chose. Oui, donc il y a plein de techniques qui sont architecturales, de conception, de réalisation, qui permettent, sans chercher midi à 14h, d'avoir un résultat escompté. Et puis de l'autre côté, effectivement, il y a cette approche de smart building. Là, effectivement, on va essayer de récupérer de l'information pour aller encore plus loin en termes d'optimisation du fonctionnement du bâtiment. Et pour moi, les deux sont absolument pas incompatibles. Simplement, à un moment donné, il faut, je pense, aller jusqu'où on peut aller en termes de low-tech. Si le bâtiment fonctionne tout seul comme on veut, c'est parfait. C'est plus simple pour tout le monde, c'est plus simple à construire, c'est plus simple à exploiter. Et il y a cette couche d'optimisation qui vient derrière avec les capteurs. Deuxième réaction par rapport à ce qui a été dit sur le fait que à horizon, alors pardonnez-moi, j'ai peur, 2040, je crois, 10% de la consommation, ça serait des data centers et c'est 3% aujourd'hui. Effectivement, c'est un point important, il faut le traiter. Nous, on avait fait l'exercice sur un bâtiment de se dire, mais finalement, si cette super GTB qu'on a imaginé, si on débranche la surintelligence qui a été mise dans le bâtiment, qu'est-ce qui se passe? Et bien, en fait, on se rendait compte que la consommation de tous ces capteurs, ça représentait 1% du gain qu'on va avoir grâce à ce système qui va pouvoir optimiser le fonctionnement du bâtiment. Donc, il faudra vous garder. À chaque fois, en fait, aujourd'hui, on est dans un sujet où je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a pris le pli du développement durable, de l'engagement environnemental. Donc le sujet n'est pas tant la direction dans laquelle on va, je pense et c'est très bien, et je pense que c'est un virage majeur qui a été pris depuis peut-être une dizaine d'années dans l'immobilier. La question, c'est à quelle vitesse on va. Et là, je pense qu'on n'y est pas. Et c'est là tout l'enjeu maintenant aujourd'hui, c'est tout de se dire que c'est par là. On sait, tout le monde a ces démarches-là. Par contre, le constat, il est assez atterrant. On est très en retard quand on rate toutes les feuilles de route du GIEC, ainsi de suite, tous les schémas directeurs qui avaient été faits. On est très en retard. Donc maintenant, l'idée, c'est de se donner des objectifs et de les mesurer. Mesurer l'atteinte. Et mesurer l'atteinte, ben oui, il nous faut de la data. Enfin, c'est le cercle. Donc la data est clé pour réussir la transition environnementale? La data, elle est effectivement majeure. Moi, alors, j'ai bien entendu le sujet sur le décret tertiaire. On peut voir plein de choses sur la mise en application du décret tertiaire. Je rappelle 3 points fondamentaux sur le décret tertiaire. 1, ça nécessite par construction un échange entre bailleurs et preneurs. C'est génial.
c'est génial qu'on ait un partage d'objectifs par rapport au bâtiment. Deux, c'est la première fois que le législateur donne un engagement de résultat. Avant, on était plutôt dans les engagements de moyens, il faut faire telle action, telle chose. Là, c'est sur la valeur absolue, sur le moins 40%. Et trois, il ne faut pas oublier, le décret tertiaire n'est que la déclinaison sur notre secteur des accords de Paris. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est extrêmement ambitieux. Et je sais que ça déclenche des problèmes, en tout cas il y a des sujets, il y a des enjeux majeurs en termes de mise en œuvre et d'investissement évidemment dans toute la filière, mais il faut bien avoir en tête, versus l'urgence qu'il y a sur ce sujet-là, on n'est pas en train de faire quelque chose d'une trajectoire, on est juste sur la trajectoire des accords de Paris. Donc je pense que, et j'ai l'impression que le débat se tarit un peu, et je suis très content que ça soit vu comme ça en tout cas, et qu'Astrid le forme comme ça, il faut le faire. Et il n'y a pas de débat. Après, effectivement, comment le faire? Là, c'est un vaste sujet. Et il y a plein de choses à dire. Ça suppose que ça soit pas qu'un input des investisseurs, mais que également les preneurs, les utilisateurs, les directeurs immobiliers, les entreprises jouent le jeu et donnent leurs données. Oui, qu'il y ait un échange de données et puis qu'il y ait un échange, encore une fois, de trajectoire. Si vous avez un utilisateur qui dit c'est très bien votre truc, mais moi je vais être chauffé à 23, vous pouvez mettre le meilleur, pour avoir le meilleur bâtiment, le meilleur pilote, le meilleur tout ce que vous voulez. Si vous chauffez à 23, vous allez avoir une consommation énergétique élevée. Donc à un moment donné, évidemment, et c'est ce que je disais, c'est pour ça que c'est fondamental et que je trouve très bien quelque part ce préambule au décret tertiaire, évidemment que c'est pas le bailleur contre le preneur. Et d'ailleurs, c'est un enjeu aussi important de la data. C'est-à-dire que pour moi, la data, elle est de nature à réconcilier quelque part et à faciliter le discours entre l'échange, en tout cas entre le bailleur et le preneur, parce qu'elle factualise les choses. Mesurer, c'est progresser. Exactement. Comment on remonte cette donnée environnementale et énergétique? Alors, juste sur le volet énergétique. Très mal, si on se fait un état des lieux. Alors aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet effectivement de mise en œuvre du système d'information du bâtiment de manière générale. Et aujourd'hui, et si on dit les choses, il y a énormément de réserves. Je parle sous le contrôle de Béatrice. Il y a énormément de réserves sur le lot informatique GTB du bâtiment, parce que malheureusement, c'est un lot qui arrive très souvent à la fin du projet. Et en fait, quand le bâtiment est livré, c'est pas rare que tout soit pas encore sec sur ce domaine-là. Et quand je dis pas sec, juste pour vous donner une idée, tout ce que vous pouvez imaginer de pire, vous l'avez aujourd'hui sur un bâtiment. Vous avez des compteurs qui sont pas connectés, des compteurs qui sont montés à l'envers, qui sont pas dans la bonne unité. Vraiment, faites-vous plaisir. Je veux bien qu'on fasse un sondage. Je vous dis tout ce qui vous passe par la tête là-dessus. Je vous dis, je l'ai déjà vu. Là, vous parlez des immeubles neufs ou récents. Non, parce que, oui, mais pas que. Je jette pas la pierre au promoteur pour le coup. Les immeubles en utilisation, on a la même chose. C'est-à-dire qu'un immeuble sur lequel, et là aussi, je rejoins assez, un immeuble, très souvent, la GTB est un peu laissée à l'abandon, en tout cas, alors, en termes de potentialité, mais même en termes de fonctionnalité. Donc, quand on arrive sur un bâtiment et qu'on regarde, c'est pas rare d'avoir 20, 30, 40% des capteurs qui ne marchent pas, qui ne remontent pas la bonne information. Donc, on a un enjeu de fiabilisation de cette donnée qui est majeur. Et moi, je pense aujourd'hui que tout ce qui est démarche de commissioning, sur c'est des choses sur lesquelles on a énormément de retard en France par rapport au monde anglo-saxon. Et du coup, effectivement, on a une donnée qui est majoritairement pas très fiable. Et effectivement, on a tendance à les mettre dans les cartons et à se dire je traiterai après. Alors que c'est une valeur extrêmement importante. Encore une fois, on peut pas piloter un bâtiment si on n'a pas cette donnée, si on n'a pas cette information qui va remonter. Côté investisseur, une fois qu'on a mis cette donnée dans le carton, qui s'en occupe très concrètement et ça donne une question sur les métiers aujourd'hui. Est-ce qu'il faut aller chercher des spécialistes de la data avant de créer une filière, peut-être de formation? C'est compliqué de répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un engouement immense pour les métiers de gestion immobilière. Il n'y en a en tout cas pas assez. Je connais un ou deux inconditionnels, là que j'ai vu Patrice, je sais pas. Ouais, c'est mal payé? Alors, c'est mal payé. Oui, je suis d'accord, c'est mal payé. C'est pas très glorieux. Tu fais quoi? Je suis gestionnaire. C'est pas, non, mais c'est vrai, c'est pas le métier le mieux payé
du gâteau immobilier. Dans le gâteau immobilier, quand on a un deuxième enfant, on lui dit maman a un très grand cœur, mais il va augmenter en taille pour qu'il y ait de la place pour vous deux. Le gâteau de l'immobilier, il n'augmente jamais en taille. C'est toujours le même. Et donc, il faut bien qu'on se partage le gâteau. Et dans le partage, le property management, il est très mal payé par rapport à tout ce qu'il fait. C'est l'ancienne property qui parle. Oui, c'est l'ancienne property qui parle. Nous, on a décidé de rentrer dans... provoque, c'est pas l'investisseur qui a un peu croqué tout le gâteau? Ah, mais peut-être. Mais nous, on a décidé de rentrer dans Aprema. Oui, c'est l'asset, je suis d'accord, c'est l'asset. Ouais, c'est l'asset manager. C'est pas l'expert, c'est ça que tu es en train de nous dire. L'asset manager. C'est l'assiette ménagère. Non, mais je trouve que c'est un métier qu'il faut réenchanter parce que c'est eux qui sont à la base et à l'origine de la possession de cette donnée. Et c'est à eux de la faire qualitative pour qu'après, dans toute la chaîne, elle reste qualitative. Et c'est un métier qu'on ne paye pas assez, on ne paye pas très bien. Je suis assez d'accord là-dessus et je pense que la data est claire là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est assez difficile de se dire finalement est-ce que tel property est meilleur que tel autre? Est-ce que tel facility est meilleur que tel autre? Pourquoi? Parce que finalement, on a peu d'indicateurs de performance. Et moi, je pense justement que cette donnée, la donnée du bâtiment, on devrait être capable de dire tel bâtiment est mieux géré que tel autre. Quand on est asset, on devrait pouvoir qualifier très facilement ça. Et effectivement, c'est comme on est à l'école et on n'a pas de notes, on n'a pas de bulletin de notes. Donc, qui est-ce qui est bon élève, qui est-ce qui est mauvais élève? Et je pense qu'il y a un enjeu, et il y a un enjeu de création de valeur derrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sera mieux capable d'objectiver et de voir la qualité de gestion des gens qui opèrent au bâtiment, que ce soit des property ou des facilities, d'ailleurs, ou tous les métiers, tous les acteurs de l'opération du bâtiment, parce que ça c'est la partie technique, mais il y a la même chose sur la qualité de service, la relation humaine et l'environnement de service du bâtiment. Si on est capable de mieux le qualifier, on sera capable de l'objectiver, on sera capable d'y donner une valeur. Aujourd'hui, la seule chose qui est qualifiée finalement en termes qui est quantifiée, pardon, en fait c'est le prix. Donc faut pas réfléchir 5 minutes sur ce qu'il advient, quoi. Deux enjeux par rapport à ça. Le premier, c'est que quand on a besoin de vendre un immeuble, si la donnée n'est pas mise en qualité à ce moment-là, c'est que c'est trop tard, de toute façon. Donc, si on a vraiment besoin de vendre un immeuble, il faut avoir une data room qui soit prête parce que la liquidité et le bon prix, il viendra du fait d'aller vite. Et pour aller vite, il faut avoir la bonne donnée. Le deuxième sujet, c'est que dans nos métiers, on a plein de bêtes noires. Et nos bêtes noires, on pourrait tout à fait les tuer en étant un peu plus fiable dans nos données. Par exemple, il y a une bête noire chez tous les propriétaires immobiliers, c'est les redditions de charges. Ah ouais, alors ça c'est horrible. C'est un truc, normalement, on reçoit des factures de charges et on refacture des charges. Donc ça paraît simple comme ça. Normalement, on devrait appuyer sur un bouton, ça devrait sortir des redditions de charges. Jamais ça fait ça. Parce qu'on a mal rentré les locataires, mal les tantièmes, mal la répartition. Ça, on ne sait pas ce que c'est comme facture. Ça, on a payé 2 fois. Ça, voilà. Il n'y a pas de blocage sur le mot reddition. Non, c'est juste une question de vocabulaire. Non, mais le vocabulaire, reddition, ça vient de vendre. Hein, donc on rend les comptes aux locataires. Et en fait, on met 2 ans à lui rendre les comptes. Parce que on procrastine sur les redditions de charges. Et un locataire qui reçoit sa reddition de charges 2020-2022, il se dit, mais c'est qui ces gens? Oui, en plus, il l'a oublié. Ben ouais. Il ne pas les rendre. Voilà. Donc, il y a tout un tas de sujets qu'on pourrait tuer plus facilement en ayant de la meilleure donnée et on pourrait réenchanter ce métier du property management qui ferait son métier de base très très bien et qui serait capable de vendre plein de valeur ajoutée à des clients. Très clair. Je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table parce que je vois que le temps file et il y a peut-être des questions dans la salle et je sais que Robin Rivaton prépare sa conclusion activement. Un petit mot quand même sur les recommandations. Il y en avait 8. S'il y en avait une ou deux que vous souhaiteriez mettre en avant, que vous trouvez particulièrement pertinentes ou urgentes, lesquelles? Béatrice. Alors je me lance, je pense que l'interopérabilité est effectivement un sujet essentiel et que si on n'arrive pas à se mettre tous d'accord sur les données essentielles d'un immeuble et comment on les partage et comment on les fait vivre à chaque étape
d'un immeuble, de la construction à la livraison, à l'exploitation ensuite, on s'en sortira pas. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a un deuxième point. Vous n'avez pas évoqué la question de la digitalisation des permis de construire. Et je sais que c'est une idée chère à Robin, enfin, je crois. Et ce serait un bon début, en fait, pour simplifier un certain nombre de sujets et lancer la mécanique par ce biais-là. Donc moi, si j'avais c'est le promoteur qui a mal vécu le télétravail de service de l'urbanisme, aussi, qui qu'il n'avait pas d'ordinateur portable. Aussi, aussi. Mais je crois que ce Apparemment, serait c'est ça quand même. Oui, oui, mais si ça pouvait se généraliser, ce serait quand même une bonne nouvelle. Et puis le troisième point, c'est que pour aller dans ton sens, Astrid, je suis tout à fait d'accord que ce qui ne se mesure pas n'existe pas, et que si on veut aller vraiment vers une transition environnementale efficace, il faut que la donnée ne reste pas qu'au niveau du property et puis du service immobilier de l'utilisateur. Il faut qu'elle redescende. Et si on veut, par exemple, se dire qu'il faut qu'on arrête d'avoir 22 degrés d'hiver dans les bureaux, sinon on a une révolution, eh bien, il faut faire comprendre à chacun de nos collaborateurs ce que ça suppose en termes de consommation individuelle et voilà, faire la pédagogie de toute cette question. Et donc, je crois que la data, il faut qu'elle soit mieux partagée avec toutes les parties prenantes si on veut rendre cette transition environnementale plus rapide. Et y compris l'occupant final, en fait. Exactement. C'est un final. Astrid. Attends, je regarde ce qu'il y a comme proposition. Je vais pas prendre fiabiliser la donnée parce qu'on en a assez parlé. Je pense que monter en compétence dans le domaine de la data pour être plus compétitif, ça me plaît bien parce que ça va dans le sens de ce sujet de réenchanter les métiers de l'immobilier qui sont les métiers de base qui font que ensuite on peut faire un peu des choses intelligentes dans nos filières et on a des filières qui sont très impactantes sur l'environnement, donc il faut vraiment que le métier de base soit fait correctement. Mais on peut aller chercher des jeunes, là, des data scientists, des data owners, des... Oui, on peut aller chercher des jeunes. Immobilier, pas de problème. Oui, je pense. Le seul truc, c'est qu'il faut aussi faire la reddition de charge, tu vois. Donc, c'est cela qu'on a du mal à trouver. Et donc, encore une fois, hein, si on arrive à un niveau, un équilibre, on dit souvent que il faut réussir à atteindre son point de rupture, son point de douleur. Si on arrive à notre point de douleur et qu'on se met d'accord sur un niveau qualitatif attendu qui est commun à tous les acteurs dans l'immobilier et qui est vraiment, voilà, c'est le métier de base, c'est ça. Après, on pourra faire de l'intelligence artificielle, mais si on n'a pas le carburant, en fait, ça va être compliqué. Moi, au risque de répéter effectivement et de prendre une proposition qui a déjà été prise, effectivement, c'est cette notion d'interopérabilité qui est majeure. Il faut, je pense que aujourd'hui, c'est vital pour le secteur qu'on arrive à parler le même langage. Là, je parle sous le contrôle de Robin. Je pense pas qu'il y ait de secteur d'activité qui ait joué la transparence, qui ait perdu de la valeur. Ça n'existe pas. Au contraire, tous ceux qui ont joué la carte de je mets les données sur la table, même au départ, je sais que c'est compliqué. Quand on a de la data, on dit c'est mon immeuble, c'est moi qui... Mais quand on donne ça à tous les secteurs d'activité qui ont fait cet effort de mettre à disposition leurs données, déjà, les premiers qui l'ont fait, c'est les grands gagnants de la suite. Et en plus, le secteur globalement a gagné de l'argent. Et donc, je pense effectivement qu'on a aujourd'hui, à une époque où il y a cette question de retrouver de la valeur. C'est un slide qui a été fait par l'IEIF qui me plaît beaucoup. C'est on regarde depuis 20 ans ce qui s'est passé dans l'immobilier. Quand on regarde le rendement des SCPI versus l'OAT à 10 ans, on se rend compte qu'en fait, ils ont décru tranquillement l'un avec l'autre et que finalement, le spread est resté aux alentours de 4% et que finalement, tout allait bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, le secteur de l'immobilier a vécu en dégradant un tout petit peu de valeur tranquillement, mais comme on maintenait l'écart par rapport à l'argent, tout allait bien. Il ne nous a pas échappé que la courbe de l'OAT, elle a un peu changé de tête ces derniers temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir, entre guillemets, recréer de la valeur et même réapprendre, puisque ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait ça comme ça. Et donc, moi je pense que ça, c'est très clairement l'aspect interopérabilité de la donnée, transparence, ça va fluidifier les actifs, nature, à permettre à cette fameuse, que c'est la performance des SCPI et des gestionnaires, de remonter et de garder finalement ce qui est l'enjeu de notre métier, de garder ces fameux 4 points entre ces 4% entre les deux courbes. Ça va être le vrai sujet de la rentrée, le spread. Bref.
Christian m'a gentiment passé un petit mot. À la fin, peux-tu donner la parole à la salle pour quelques questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, la première question sera pour Christian. Ah bah, je suis désolé, il ne fallait pas transmettre le papier. Alors, je ne vais pas vous donner le lien. Et vous n'êtes pas sympa avec Christian. Si, il y a une question. C'est une bonne technique. Oui, bonjour. Je sais pas si on m'entend. Oui, on m'entend. Ouais. Oui, Pierre Costi, Socotec. J'avais envie de poser 3 questions un peu provoques. Je rebondis sur chacune des remarques qui ont été faites par les 3 intervenants. Et effectivement, sur le property et l'investissement, mais on se demande pourquoi depuis 10 ans, les property managers, dont c'est le métier et c'est la vocation, comme les investisseurs, n'ont pas créé leur propre mode de calcul, de mesurage pour justement mieux valoriser leurs immeubles. Donc, on s'interroge et puis en fait, il suffit de regarder chez soi et de voir pourquoi, puis finalement, c'est votre vocation. Pourquoi vous développez pas vous-même ces produits-là et vous attendez que les prestataires extérieurs le fassent. Première question. La deuxième question pour Béatrice, la digitalisation des permis de construire, ça existe, hein, c'est même obligatoire depuis le 1er janvier dans toutes les collectivités et les collectivités intercommunales. Donc, et on peut même externaliser cette digitalisation via le privé aujourd'hui, qui est instruit pour le compte des services instructeurs publics qui n'ont plus les moyens ni le temps de le faire. Donc, c'est déjà en route. Après, tout le monde n'a pas la même vocation au niveau des communes pour développer plus rapidement que prévu ce genre de choses. Mais c'est quasi réglementaire et obligatoire. Et le troisième point, c'était, vous l'avez la solution, c'est le BIM. On a démarré le BIM avec la canopée des Halles dans le public il y a maintenant 11 ans. Beaucoup de gens ont investi à travers ce magnifique projet. Des gens ont été formés au BIM et aujourd'hui, tous les cabinets d'architectes, tous les BET, toutes les entreprises aujourd'hui s'interrogent pour savoir si après un APD ou un pro, on conserve la maquette BIM. Il y a un grand trou, personne ne l'a fait vivre pendant la phase d'exécution. Et puis après, on se dit, quand ça passe en exploitation, où là, les commercialisateurs, les properties, les directeurs immobiliers ont à gérer un patrimoine que le promoteur leur livre, on se dit, ah bah mince, j'ai pas la data. On l'a perdue en route. Et il faut la recréer. Et puis même si on l'a, on se dit, ah bah elle était vachement complexe avant, il faut la recréer différemment parce que le property travaille différemment. Mais on l'a le support. Il faut faire vivre le BIM. Le BIM existe. Il y a 25 ans, tout le monde était ravi d'avoir l'AutoCAD. Bon, ça a fait peur. Puis tout le monde s'est habitué. Depuis 10 ans, on a le BIM et on le fait pas vivre. Et toutes les directions générales disent, il faut faire du BIM, mais personne met la data qui va avec. Vous l'avez la solution. Qui veut réagir, Patrice? Moi, je pense qu'on a au global une question de coût, en fait. Les coûts de développement informatique sont juste colossaux et on n'arrive pas à les amortir sur les gains qu'on en obtient. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne se lance pas vraiment dans tous ces projets derrière. Donc, la question de l'interopérabilité et peut-être de solutions de place mériterait d'être creusée, mais c'est un vaste sujet en France en tous les cas et pas que pour notre secteur. Alors moi déjà, vous allez peut-être venir à mon bureau demain m'aider parce que je suis en train d'essayer de déposer un permis depuis 7 jours. 117 boulevard Saint-Germain à Paris. Et en fait, il y a un bug dans le système de dépôt des PC de la ville de Paris qu'ils n'arrivent pas à résoudre. C'est pas une question de taille de fichier, c'est pas une question, voilà, il y a des pièces qui disparaissent. Et donc, ça fait 7 jours que je n'ai pas déposé le permis de construire du 117 boulevard Saint-Germain. Ça, c'était l'anecdote parce que quand même, le système d'information de l'État, on est très content qu'il existe, mais quand il marche pas, c'est un peu un problème. Il est dans les préconisations. Si j'ai un avis sur le sujet de pourquoi est-ce que, en fait, vous me dites, vous avez un peu laissé passer les trains, regardez passer les trains sur les sujets de gestion de la donnée. Ce qu'on a fait, en fait, c'est, je pense qu'on a sous-estimé l'importance de cette data et sa valeur. C'est vraiment devenu le fonds de commerce de l'immeuble et on a pensé que c'était autre chose, le fonds de commerce de l'immeuble. Et on a voulu beaucoup externaliser nos risques. J'ai travaillé récemment sur un sujet de cartographie des risques liés à l'immeuble et pour faire une évaluation de conformité. Et on a trouvé 360 lignes de loi qui étaient applicables à l'immobilier. Et si on doit évaluer 360 lois pour chaque immeuble, pour tout notre patrimoine,
je peux embaucher 200 personnes pour faire que ça. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont externalisé leurs risques en confiant la gestion de leurs risques et du property management à minima technique à des property managers externalisés. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un mouvement où on revient vers l'internalisation de la data. Donc, soit les property managers externes gèrent les immeubles, mais à ce moment-là, on récupère toute la donnée dans nos propres systèmes d'information. Il y a des interfaces qui, je dois dire, marchent beaucoup mieux qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, une interface, c'était un projet informatique de 6 mois. Aujourd'hui, quand même, quand on appuie sur le bouton, ça fonctionne, donc c'est mieux. Et on se réapproprie l'ensemble des sujets, mais vous avez raison, je pense que on l'a trop laissé de côté pendant des années en se disant les risques qui vont avec, comme ça, pas chez moi. Guillaume, sur le BIM, c'est la solution, le lien, si je comprends bien, entre le BIM construction et le BIM exploitation. Là, il manque un chaînon. Oui, il manque un chaînon. Déjà, il faut avoir en tête qu'il y a quand même je sais pas, il y a un trou, une ligne Maginot, j'en sais rien, entre la partie projet et la partie exploitation. En fait, déjà, c'est pas les mêmes acteurs en général, c'est-à-dire que vous avez toute une équipe qui est là pendant la phase projet, le promoteur, le constructeur, les entreprises qui alors, disparaissent pas parce qu'il y a un peu de SAV, mais globalement, c'est plus eux qui ont la main sur le bâtiment. Et donc, il y a un vrai problème de transmission de la compétence entre l'équipe projet et l'équipe d'exploitation après. Et finalement, je pense que le BIM, il est aussi miroir de ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'input des besoins de l'exploitant de l'information qu'il faudrait avoir dans le BIM, en fait, c'est pas au moment de l'exploitation qu'il faut le générer, c'est bien avant. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce BIM, effectivement, depuis le départ, on sache exactement ce qu'on a besoin en conception, ce qu'on a besoin en réalisation et ce qu'on aura besoin en exploitation. Et pour moi, comme ce travail, il est pas fait aujourd'hui à cause des ruptures d'acteurs, et bien effectivement, nous les premiers, et je l'avoue, c'est pas bien, mais on n'utilise pas, quand même il y a un BIM, en fait, on récupère très très peu de choses aujourd'hui. Il faudrait faire remonter le property en amont de la chaîne? Pas forcément le property, mais qu'on ait une vision de quelqu'un qui exploite le bâtiment au quotidien et qui soit capable de bien. Exact. Alors, oui, effectivement, on revient au sujet du commissioning, qui est encore, il y a pas de mot en français. Le commissionnement, c'est pas tout à fait français, c'est un néologisme. Je crois que c'est assez symptomatique que ça n'a pas encore pris, la greffe n'a pas encore pris. En français, dans le texte, c'est le contrôle qualité. Une démarche continue de contrôle qualité, on pourrait le traduire si on veut le mettre en français. Ça n'existe pas dans le bâtiment, c'est-à-dire vous n'avez pas un acteur qui est en charge de A à Z dans le projet de bâtiment de vérifier une chose toute bête, que tout simplement ce qui est livré, c'est ce qui a été conçu, acheté. Alors, au global, si, le bâtiment, il ressemble évidemment. Mais dans le détail, est-ce que c'est bien les bons équipements? Est-ce que ça a bien été mis en œuvre comme il faut? Est-ce qu'on est bien à un niveau de performance qui était attendu? Mais aujourd'hui, en fait, ce n'est pas vendu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un process qui est mis là-dessus, voilà, on peut mettre ça à côté que ça ne marchera pas. Alors effectivement, c'est un coût complémentaire. Et le problème, c'est que on manque cruellement d'indicateurs extra-financiers là-dessus et de capacité à valoriser combien de la data du bâtiment. Je crois qu'on est autour de la table ronde, on est tous convaincus que ça a de la valeur. Mais à un moment donné, j'ai du mal à l'écrire, alors que par contre, je peux vous faire une proposition chiffrée d'une démarche de commissioning. Donc évidemment, entre quelque chose qui coûte et quelque chose qu'on ne sait pas évaluer, l'arbitrage est compliqué, et je le conçois tout à fait. Une réaction, puis après, je suis désolé, mais il faut que je laisse la parole. Non, Eric Davy, on fera un forum avec Fidji la prochaine fois avec toi, promis. Il faut que je laisse la parole à Robin. Juste une réaction. Juste une réponse rapide. Le BIM, vous le payez. Vous avez un AMO BIM, vous avez un BIM manager, autant le faire travailler. Bon, pourquoi il y a ce trou entre la conception et l'exploitation? Vous le payez de toute façon, donc autant qu'il bosse. Bon, voilà, allez, faut faire travailler les gens. Merci beaucoup. Désolé, mais on peut applaudir nos intervenants. Je sais qu'il y a plein de questions. Et je demande tout de suite à Robin Rivaton, le nouveau CEO de Stonal, de nous conclure.
ce colloque. Robin, je te laisse la place. Merci de votre invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, on m'a demandé d'intervenir ce soir sur le sujet de la donnée. Alors, c'est vrai que je suis un peu conflicté puisque j'ai rejoint récemment effectivement Stonal et on a un spécialiste de la donnée immobilière. Donc, je vais essayer de départir et de garder toute mon indépendance et mon intégrité. Le sujet de la donnée est très simple. C'est que depuis des années, on nous a dit... Le micro marche bien ou vous avez un retour désagréable? D'accord. On nous a dit depuis des années que la donnée, c'était le pétrole du 21e siècle. Il n'y a rien de plus faux que cette affirmation. La donnée, c'est sûrement pas du pétrole. La donnée, c'est du sable. Et donc le sable, ça peut aussi bien faire des déserts, que ça peut faire du silicium, et donc des puces qui valent des milliards d'euros ou de dollars. Et en fait, le seul intérêt de la donnée, c'est l'usage qu'on en fait. Capter des tonnes et des tonnes de données extrêmement chaudes qui vont donner la consommation d'un bâtiment la veille ou hier soir, ça n'a aucune valeur. C'est intéressant, peut-être, à un moment, à l'instant T, son usage très précis pouvait avoir un intérêt, mais en soi, ça n'a aucune valeur. Une donnée extrêmement froide qui va peu varier, qui est celle d'une surface, par contre, ça peut avoir une valeur énorme, on l'a dit, pour nos bâtiments, alors même qu'elle peut sembler extrêmement facile à calculer. Quoi de plus simple que de faire passer quelqu'un dans un immeuble, de faire des relevés avec des outils de mesure qu'on peut quasiment mesurer une pièce au millimètre carré aujourd'hui et pouvoir donner ces valeurs. Et pourtant, on n'y arrive pas. Donc la donnée en elle-même, ça ne vaut rien. La donnée en elle-même, ça ne vaut que par son usage. Et aujourd'hui, les 3 points qui sont intéressants à retenir pour l'industrie immobilière, mais aussi quand on regarde par rapport aux autres industries, c'est que la quantité, encore une fois, ne vaut plus grand-chose. Tout le sujet, désormais, c'est la qualité. La profession immobilière et l'industrie immobilière est une industrie qui a pu travailler avec des niveaux de précision qui feraient rougir, ou en tout cas qui rendraient honteux n'importe quel autre secteur d'activité dans le monde. Que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie manufacturière, que ce soit même des métiers de service, personne ne travaille avec des écarts tels qu'on peut les constater dans l'industrie immobilière. Ça veut pas dire qu'il y a toujours le même écart, mais ça veut dire qu'on se permet une latitude à un certain nombre de données, à un certain nombre d'informations qui n'existent nulle part ailleurs. Vous supporteriez pas que votre voiture, quand elle affiche 120 km/h, soit en fait à 127 ou à 129, ne serait-ce que pour ne pas payer d'amende. Mais dans l'immobilier, c'est des choses qui nous arrivent couramment. Et donc, on a un vrai sujet aujourd'hui de qualité de la donnée et de mise en qualité de cette information, de ce travail-là. Et en fait, on l'a pas fait pour une simple et bonne raison. Ça a été dit ou ça a été un peu évoqué. C'est que dans un secteur où la demande reste extrêmement forte et où l'offre est contrainte, il n'y a pas un besoin de savoir, de s'interroger réellement sur la qualité de sa donnée. Il y a de toute façon sur un marché où l'offre est très forte et la demande est très forte et l'offre est contrainte, vous avez toujours un équilibre de marché qui se forme au profit du détenteur des biens. Et c'est ce qui s'est passé, qui s'est accéléré même depuis une décennie dans l'industrie immobilière, mais ça va changer à mon avis assez fortement. Et donc on a besoin aujourd'hui de se concentrer sur la qualité de la donnée. Et se concentrer sur la qualité de la donnée, c'est un peu ce qui a été évoqué à de multiples reprises. C'est un métier en soi. C'est pas facile de se concentrer sur la qualité de la donnée. Ça demande pas que des humains. Alors déjà, ça demande un peu d'humains. Alors des humains, c'est des compétences qu'on n'a pas toujours quand on est un asset manager ou un property manager. C'est des compétences qu'il faut faire venir d'extérieur. C'est des compétences qui s'apprennent, qui se cultivent sur le long terme. Et puis surtout, ça demande des outils. Parce qu'aujourd'hui, manier les quantités de données dont on parle, pour les mettre en qualité, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait pas avec des gens, ça se fait pas avec du temps de cerveau humain. C'est impossible de faire ça. C'est des quantités qui sont impréhensibles par l'esprit humain. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, ce travail-là de qualité, il devient de plus en plus externe aux investisseurs, aux gestionnaires, tout simplement parce qu'il passe dans les outils spécialisés. Le deuxième point extrêmement important, c'est l'échelle. Et malheureusement, je vais m'inscrire un petit peu en désaveu avec une des propositions qui a été faite. Bon, on ne voudrait pas, je soutiens les 7 autres. Mais en fait, le sujet aujourd'hui, il n'est plus de trouver une nouvelle start-up, de faire des POC. C'est pas ça le sujet. Le sujet, il est de mettre la donnée à l'échelle. On ne doit pas faire savoir sur tel bâtiment si c'est bien d'avoir fait la transition du BIM construction au BIM exploitation. C'est très bien, mais il faut continuer de faire de la R&D, il faut continuer de chercher, de trouver aussi de temps en temps. Mais le sujet, c'est de mettre à l'échelle. Pourquoi un secteur comme l'immobilier américain
a cette capacité à être beaucoup plus en avance que le nôtre sur un certain nombre d'indicateurs, c'est parce qu'ils partagent de la donnée. Ils ne le partagent pas simplement en se disant bah tiens on fait un POC. Ils le partagent parce qu'ils le font de manière institutionnalisée dans des volumes massifs depuis longtemps via des tiers qui vont certifier la donnée et en assurer l'échange entre les différentes parties prenantes. Donc le sujet pour moi, évidemment, il faut encore une fois encourager la R&D. Et le sujet, il est vraiment de se dire comment on passe à l'échelle, comment on arrive à pouvoir capturer, non pas un tout petit bout ou un immeuble, mais l'intégralité du parc. Et c'est ça, et c'est là où on arrive au rôle de l'État qui a été mentionné et sur lequel il est, à mon avis, défaillant. Aujourd'hui, sur DMAT-DS, qui est le mécanisme en place pour la dématérialisation des actes des permis de construire, on a digitalisé la dépose. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer du papier, vous envoyez des PDF. Excusez-moi, c'est le début de la chaîne de valeur. C'est même pas le début, c'est on a fait les 5 premiers centimètres du marathon. Et ce qui est intéressant, c'est de digitaliser l'instruction, dématérialiser l'instruction, comparer. Sinon, si c'est juste pour envoyer des PDF à la place de papier, ça ne s'appelle pas de la dématérialisation. On a transformé des données qui étaient des données qu'on se partageait sur un médium, on les transfère sur un autre médium, ça ne change absolument rien. Le sujet, c'est de pouvoir faire en sorte que ces données soient capables d'être lues automatiquement par la machine, qu'elles soient extraites quand c'est des documents papier, qu'on puisse tirer les métadonnées, qu'on puisse les analyser, les comparer entre elles, et ainsi de suite. Donc c'est ça la démarche qui va nous regrouper, et c'est là où l'État a un rôle extrêmement important. Je donne un exemple parmi tant d'autres. L'État, depuis maintenant 5 ans, a collecté, via Action Logement, a collecté 1,4 million de garanties visales. Les garanties visales, c'est un mécanisme qui permet de rassurer le propriétaire sur la qualité du locataire. Quand on se dit ça, on se dit c'est génial, c'est une base de données qui permettra à l'État de faire un travail sur les observatoires des prix de l'immobilier, en tout cas des prix de la location, absolument incroyable. 1,4 million de points, même si on en élimine quelques-uns parce qu'ils sont pas justes ou pas fiables ou situés dans des zones pas intéressantes, ça reste une base de données assez conséquente. Où sont passées ces données? Nulle part. Nulle part. Évaporées, stockées quelque part sur un serveur, mais en réalité, elles sont évaporées. Elles n'ont aucune utilité. Et donc aujourd'hui, c'est ces réflexions-là qui doivent nous intéresser. C'est comment on construit les canaux qui font qu'à la fin, la donnée, elle aille pas arroser le désert, mais qu'elle aille être utilisée pour faire en sorte qu'elle soit consolidée à une échelle qui soit suffisante pour qu'on puisse faire tourner des algorithmes, pour qu'on puisse faire tourner des logiciels qui vont pouvoir avoir des bases de données suffisantes pour faire des analyses et faire du prédictif. Demain, on parle souvent du prédictif. Le problème du prédictif, c'est que ça marche si la machine, elle a pu analyser des données massives, gigantesques. Si elle analyse des petits bouts et si on reste à l'échelle de l'immeuble, le prédictif ne marche carrément pas. On parlait d'ailleurs des GTB qui, allez, ici ou là, des startups qui font des GTB intelligentes. En tant qu'investisseur, en 5 ans, j'en ai vu 100. Une centaine de boîtes de tous les pays dans le monde qui disent qu'ils vont régler tous les problèmes d'optimisation des HVAC dans tous les immeubles commerciaux, buildings, tertiaires, tout ce que vous voulez dans le monde. Tout simplement, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des modèles tous plus intelligents que les uns que les autres, toutes des bases de données qui sont extrêmement étroites. Donc le modèle, il marche bien sur un bâtiment, on le règle, on lui apprend, on lui dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Le modèle, il fonctionne, et on le met sur le deuxième bâtiment, ça marche plus. Et sur le troisième, ça marche plus. Et donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui, je le répète, à l'échelle de ce secteur-là, c'est de l'échelle. C'est de l'échelle. L'échelle, ça veut dire qu'il nous faut quelque chose qui marche au niveau français et même au niveau européen. Aujourd'hui, quand on réfléchit en termes d'open data à l'échelle de la France, c'est très bien. C'est vraiment très très bien. Mais comment on arrive déjà à projeter la réflexion à l'échelle supérieure? C'est-à-dire que on doit vraiment pouvoir se poser ces questions de la course à l'échelle. Et le troisième point qui est important et qui a été mentionné à la fin, c'est celui de la transparence. C'est-à-dire que échanger de la donnée, c'est très bien. Mais échanger de la donnée, ça met énormément de choses en transparence. Si les gens gardent de la donnée, c'est pas pour rien aussi. C'est pas qu'il il y a le mensonge, il y a le dol, mais si vous gardez de la donnée par omission, parfois c'est que vous êtes bien content de ne pas devoir afficher ce qu'elle contient. Et donc le sujet aujourd'hui, c'est que tout ce qui ira dans le sens du partage de la donnée va mettre en transparence un certain nombre de choses dans le secteur. Et donc va redistribuer de la valeur. C'est-à-dire que la valeur à l'échelle du secteur peut croître, même si j'ai du mal à croire que la donnée en elle-même va être en capacité de lutter contre les tendances que je décrivais préalablement, donc qui vont être des tendances assez fortes quand même de contraction de la valeur à l'échelle du secteur. Mais au global, elle va quand même se traduire par une redistribution de la valeur. Elle va se traduire par des gens qui tout d'un coup vont pouvoir illustrer leur surperformance par rapport au reste des opérateurs du secteur. Inversement, elle va évidemment desservir ceux qui travaillent moins bien. Et donc, cette réticence collective qu'on a à partager la donnée,
elle se comprend très bien. Le risque qu'il y a à la partager, il paraît immense et gigantesque. Et c'est là aussi, encore une fois, on revient quand même au rôle des pouvoirs publics, qui est de se dire qu'à un moment, il faut pouvoir forcer quelque part une certaine transparence. Il faut être en capacité de se dire qu'il y a des choses qui doivent être rendues obligatoires, qui doivent être rendues transparentes, parce que cette transparence-là servira le bien commun. C'est-à-dire que même si la valeur à se partager décroît, la valeur qui aura disparu, elle ne sera pas évaporée, elle aura bénéficié au client, qui aura vu des loyers plus bas, elle aura vu à l'occupant, et ainsi de suite. Donc on a besoin d'assumer ce point-là aussi, qui est de se dire que lorsqu'on partage, tout d'un coup, il y en a qui vont peut-être gagner, d'autres qui vont peut-être aussi perdre, et c'est un point extrêmement important de cette redistribution de la valeur qui va s'opérer. Et donc tout ça pour dire que on a un secteur qui aujourd'hui est en train de vivre une mutation extrêmement forte, qui à mon avis va rentrer dans une phase de stress liée à toutes les évolutions qu'on a mentionnées, à la fois les contractions des taux, de l'autre côté le sujet de l'ESG. Je fais souvent la comparaison entre le secteur automobile. Le secteur automobile, premier règlement sur le contrôle des émissions des voitures, 2009. 6 ans plus tard, vous avez le Dieselgate. 3 ans plus tard, vous avez un règlement européen qui dit, bon, en fait, on va vous expliquer comment on va mesurer. L'immobilier, c'est 2019, le début de comment il faut faire. J'espère qu'il n'y aura pas de Dieselgate. On a vu quand même quelques affaires qui sont venues illustrer un petit peu les affres des uns et des autres, que ce soit des WS, que ce soit JS plus récemment sur la finance verte. Il n'est pas impossible qu'on ait quelque part dans le même cheminement un règlement qui nous dise bon bah voilà, maintenant vous avez visualisé, montré, illustré vos données. On va vous expliquer maintenant comment il faut les collecter pour être sûr qu'on soit bien entendu sur la trajectoire à suivre. Donc on n'est pas à l'abri de ça. Et donc on a un vrai effort collectif dans ce secteur pour promouvoir la donnée de qualité à l'échelle et dans une logique qui sera nécessairement une logique de transparence et donc qui aboutira nécessairement à une redistribution de la valeur, mais qui laissera aussi une opportunité pour tous les gens qui font bien leur travail. Un petit mot peut-être de conclusion du président. Écoutez, merci à tous et bravo à tous les intervenants pour la qualité de ces échanges. Très utile. Un maître mot restera, c'est transparence. Merci Robin. Et je vous invite tous, en toute transparence, à aller profiter du cocktail qui vous attend.